Bonjour. Hello. Comment ça va ? On n'a jamais pensé à faire une intro pour ce podcast. J'imagine les gens qui arrivent, qui découvrent le podcast avec un épisode comme ça random. Ouais. Et on n'a pas d'intro en fait, on n'explique pas ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Ouais, mais en même temps, quand t'arrives dans un speakeasy, tu fermes ta gueule, tu prends un verre de whisky et puis t'écoutes, quoi. Voilà, c'est bon, les gens connaissent Romain, comme ça au moins ça c'est fait, on a fait au moins une présentation. Bonjour Manuel, ça va ? Ça va très bien, mais on en a rien à foutre. C'est vrai. Ça par contre c'est vrai, je pense que les gens s'en branlent de comment on va finalement. Bah oui. Ou alors peut-être que vous pensez qu'ils se sont attachés un peu à notre personnalité. Ouais. Ou à au moins une des trois. Peut-être qu'un jour il faudrait démarrer par moi ça va bof, hier j'ai eu Ouais. ce problème et tout. Putain, on ferait jamais ça. Il faudrait faire un sondage, je pense qu'il n'y a personne qui nous écoute, qui aime nous trois. En même temps. Faudrait demander aux gens, c'est hyper dur. Bah déjà, c'est des gens qui sont buggés. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai Ouais. que c'est Non, mais impossible. C'est impossible. On a des personnalités trop différentes. C'est déjà fou qu'on s'entende bien dans le podcast. Je pense qu'il y a personne qui nous aime nous trois. Et ben, si vous suivez déjà le podcast, le Ouais. prochain podcast, on parlera un petit peu plus de nos personnalités. Non. Si, Non. je l'ai décidé, c'est le prochain Ok. sujet. D'accord. Merci Léo. J'ai aucune autorité dans ce podcast, j'ai l'impression. Vous savez ce que j'ai fait ce matin ? Non. J'ai lu un article Medium qui parlait de 9 astuces étranges pour créer un avantage injuste dans votre vie. Alors j'ai bien compris que Romain comprenait pas du tout ce titre. Non. C'est un avantage injuste par rapport aux autres. C'est-à-dire que si tu pars avec cette astuce-là dans ta vie, si tu pars Uh-huh. avec ces 9 préceptes, eh ben, tu auras un train d'avance sur tous les autres. En gros, c'est pour faire partie des 1% des gens. Ok, genre être monégasque par exemple. Alors ça, c'est un avantage injuste fiscalement, mais sur tout le reste, c'est un handicap. C'est vrai. C'est vrai. Intellectuel surtout. Si des monégasques nous écoutent, On vous embrasse. c'est la bise. Alors il y a des astuces, il y a des trucs dont on a déjà parlé, mais je pense que c'est très bien de les marteler, et ça prouve juste qu'on est pertinent dans ce qu'on dit en fait, et qu'on raconte pas que des conneries. Non, ça, pas seulement. Voilà, donc c'est déjà bien. Première astuce, soyez demandeur. La plupart des gens ont trop peur de poser des questions ou de demander des services à des personnes importantes ou de statut supérieur, parce qu'ils s'attendent au rejet et ne veulent pas le ressentir. Mais obtenir un non ne vous coûte rien, et si parmi tous ceux à qui vous demandez, vous obtenez un seul oui, vous aurez un avantage considérable. Ne me demandez rien, je dirais non. Merci. C'est faux. Ça y est, Essayez quand même. T'as passé le temps de dire oui, c'est fini. Tu l'as fait, tu le feras plus. Non, c'est pas vrai. Manuel, je pense que de nous trois, est la personne qui dit le plus souvent oui aux sollicitations extérieures. C'est sûr. Honnêtement, je le vois parfois répondre à des commentaires, prendre des... Ne serait-ce que la dernière fois, anecdote. J'invite Manuel sur un live Twitch. Il se trouve qu'une personne qui regagne un concours qu'on fait en direct sur Twitch, etc., je lui dis, bon bah soit tu remets en jeu ce que tu viens de gagner, parce que tu l'avais déjà gagné, soit t'es un peu égoïste, etc., et puis tu décides de le prendre et tout ça. Il dit, je rejoue à condition de gagner un appel avec Manuel Diaz, qui était sur le live. C'est couillu. Moi, je vis ça en direct. Je regarde Manuel, je vais me faire défoncer après le live. Manuel va me dire, tu me fais venir. En plus de ça, tu vas me prendre 20 minutes dans mon agenda avec un mec que je connais pas. Ben, il a joué le jeu. Et il a vraiment fait son call. Et dans le prochain live, l'abonné m'a dit, c'est incroyable. Merci beaucoup pour... C'est trop drôle. Et c'est un truc que, perso, j'aurais pas fait, quoi, tu vois. Faut avoir les couilles de le demander. Exactement. Du coup, c'est un bon conseil, Manuel. C'est vrai, mais je dirais non. Toi, tu diras non, mais en général. Venez sur Twitch. Il dit oui plus facilement. En général, parce que t'es pas le centre du monde. Je suis désolé de te l'apprendre. Ah bon? Non. Ah. T'es le centre du tien. Ah bah c'est ça. C'est une première astuce d'ailleurs. Oui, c'est une astuce que tu m'avais donnée et que j'applique. Oui, t'as raison. Mais c'est un bon conseil. Non, c'est vrai, sérieusement, c'est un bon conseil. Ouais. C'est un bon conseil. On se dit toujours, j'ai aucune chance, j'aurai pas de réponse, etc., etc. Alors qu'en réalité, si. Mm. Bien sûr que si. Mais je pense qu'il y a aussi un côté, au-delà de pas avoir de réponse, il y a aussi le côté se mettre un peu en dessous. Avoir le sentiment que si tu demandes un conseil à quelqu'un, et ben il va te prendre de haut en fait. Il va te Après, voir c'est comme plaisir de quelqu'un chacun, quoi. de demandeur plutôt que quelqu'un de son statut. Bah, c'est juste une question d'humilité en fait. Mm. C'est s'avouer qu'on a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre en fait. Moi, je trouve que le pire, c'est Peu justement importe qui. de mettre un niveau. C'est le pire, c'est de se dire, oh, je vais pas lui demander ça parce que quand même, il est en dessous de moi. Genre, si tu te dis ça, c'est horrible. Enfin, Ah ouais, il y a aussi l'inverse. tu vois, l'inverse, je trouve qu'il est pire. Mm. Comment ça, il est en dessous de toi? Dans la hiérarchie ou dans, tu vois, c'est comme ne pas Mais oser. la hiérarchie de quoi? Bah justement, pour moi, j'en ai pas, donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais il y a parfois, je pense, des gens qui se disent, oh, je vais pas quand même aller lui demander de l'aide. Il vient d'arriver dans la boîte. Tu vois ce que je veux dire? Ou un truc, ce truc, Là, c'est des avec un raisonnements- ego dégueulasse, quoi, tu vois. des Genre, des raisonnements d'il y a 100 ans, non? Enfin, il y a encore des gens qui raisonnent comme ça, je suis d'accord. Ah bah oui. Mais c'est des raisonnements d'il y a 100 ans. Moi, j'ai eu... Enfin, moi, je m'en fous, en fait. Si t'es compétent dans un truc, tu peux être là depuis 2 heures.
Bah, je Ouais, vais quand même ça, aller c'est te vrai. demander ton avis, en fait, tu vois. J'aime beaucoup. Par contre, si ton avis est pourri, je te le dirai. Même si t'es là depuis 20 ans. Ah, même sur là depuis 20 ans. il y a un passage que j'aime bien dans la biographie de Elon Musk. Comme Ah. ça, on l'a cité dans ce podcast, c'est qu'on n'a plus à le faire. Yes. Tu parles du gars qui fait des concours de beats sur Twitter? Exactement. Je parle du gars qui a un peu Je vais mal aller le tourné. voir à Las Vegas. Il explique dans la biographie que quand il passe un entretien avec quelqu'un qui va embaucher ou alors qui a déjà été embauché dans sa boîte, en fait, pendant 20 minutes, il lui pose plein de questions. Il pompe tout son savoir et après terminé. Il a plus besoin de lui. Alors, il est toujours dans la boîte, etc. Mais le seul objectif de cet entretien, c'était de capter tout son savoir et du coup, il n'hésite pas une seconde à poser des questions aux gens. Il y a même un clip qui est exceptionnel où on le voit devant une fusée SpaceX. Et il y a un mec qui est là, qui regarde le lancement et qui a une chaîne YouTube spécialisée dans les fusées, qui est très intéressé par SpaceX, etc. Et il lui pose une question en mode, mais pourquoi, pour ce truc-là hyper technique, vous prenez pas cette solution? Et tu vois Elon qui réfléchit, qui fait, ah ouais, on pourrait faire ça. Et je trouve ça exceptionnel. À ce niveau d'entrepreneuriat-là, de prendre ce genre de conseils et d'avoir ce genre de discussion avec les gens. Après, je trouve que c'est plus facile de le faire quand t'as déjà cette expérience-là, parce que justement, t'as plus du tout d'ego à ce niveau-là, normalement. Attention, on parle d'Elon. On parle d'Elon Il Musk. en a un petit peu quand même. Hein. Mais Un je peu trouve trop même. ce conseil t'aide surtout au début. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment Ouais. celui que j'ai appliqué dès le début. C'est t'en as rien à foutre de la vie des autres. Vas-y en mode tank, défonce tout sur ton passage. Il y aura beaucoup d'erreurs, mais par contre, t'auras fait parler de toi et puis t'auras essayé d'avoir plein de réponses à tes questions et de rentrer dans un univers qui te plaît. Mais statistiquement, c'est évident que si tu demandes à 30 personnes, t'as plus de chances d'avoir une réponse positive. Je l'ai fait aujourd'hui, demander un truc que j'osais pas trop demander. J'avais les conseils de Manuel Voilà. hier C'est d'ailleurs. légal. Ah oui, Oui, c'est bien vrai. sûr. Le mec du ménage m'en a parlé d'ailleurs. Comment Rien à voir. Non, j'ai appelé un média pour partager l'une des dernières vidéos qu'on a mises en ligne sur YouTube et essayer de créer une synergie entre un média sur de la presse online et notre chaîne YouTube. Et Cool. c'est un truc que j'osais pas du tout demander. Tu sais, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas appelé cette personne et tout. Et Manuel m'a dit, mais appelle-la et dis-lui que c'est intéressé. Appelle la personne, dis-lui, je suis super content qu'on se reparle, mais là, je t'appelle parce que c'est intéressé. Et la personne l'a vachement bien pris. Elle m'a dit, bah écoute, au-delà que ça soit intéressé, je suis trop content que tu m'appelles, c'est cool. Mais oser faire ce genre de truc-là, bah, ça peut pousser à créer plus de choses que si t'avais rien fait, quoi, ça c'est sûr. Du moment où c'est aussi transparent et honnête, tu peux que bien le prendre. Après, il y a des gens qui vont mal le prendre, mais dans ce cas-là, tu sais que tu feras pas de Moi, ce que business je avec eux. déteste, c'est les gens qui te l'emballent dans un truc Ouais. con. Ah, comment ça va, toi, Et dernièrement? oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Ouais, et alors? Ah oui, au fait. Oui, c'est ça, exactement. Ben ça c'est déjà, ça part pas bien. Et tu me l'avais appris dès le début. Appeler et dire, bonjour, j'espère que tu vas bien, alors je te préviens tout de suite, c'est un appel intéressé, ça marche trop bien. Ouais. Les gens se disent, ah ok, bon bah écoute, je suis content quand même de te parler, mais pas de problème, dis-moi comment je peux t'aider. Et Mais- ça marche trop bien. Je pense que avoir le mérite de la franchise, c'est déjà ça pose des bases d'honnêteté. Et surtout, si tu me fais ça, moi, je pars du principe que pourras me le rendre. Ouais. Et que je pourrais, à mon tour, si je t'ai aidé, venir vers toi en te disant, bah, On est en cash, quoi. c'est un appel intéressé, j'ai besoin de toi pour ce truc, est-ce que tu peux m'aider, quoi? Mais le business, c'est ça. Ouais, ça a créé une relation saine. Mais tu m'as aussi appris à faire l'inverse. Tu m'as appris à appeler les gens en leur disant, alors j'ai vraiment rien à te demander. C'était juste pour prendre de tes nouvelles parce que je me suis dit que ça faisait longtemps et Bah que oui, ça me c'est- faisait plaisir d'avoir tes nouvelles. Et ça C'est marche bon. trop bien aussi, quoi. Parce qu'à l'inverse, la personne a peur de se dire, putain, j'ai passé 5 minutes avec lui au téléphone, puis il va me demander un truc. Tu vois. Non, très bon premier point. Ok. Il y en a 36. Deuxième point, présupposer la grandeur. C'est très mystérieux comme titre. C'est vrai, c'est très Léo. Voici comment, bah c'est vraiment pas moi qui l'écris, mais j'apprécie. Voici comment 99% de la planète perçoit le succès. J'ai une chose que j'aimerais accomplir et je vais donc me fixer des objectifs sympas pour pouvoir faire mon chemin pour obtenir ce que je veux. Les rois de ce monde savent que les objectifs ne sont pas des lieux à atteindre, ce sont des endroits d'où l'on vient. Ils jouent ce rôle dès qu'ils sortent du lit, ils agissent comme s'ils avaient déjà ce qu'ils veulent. Le fake it till you make it, c'est une bonne strat, Manuel? Moi, je le déteste. Ah ouais? J'en étais sûr. Ah ouais? J'étais sûr que t'aimais pas ce truc-là. Pourquoi? Parce que je pense que ça te berce d'illusions. Mhm. Ça n'est empreint d'aucune forme de lucidité. Il y a en ce moment, je regarde pas beaucoup ce type de contenu, mais il y a en ce moment une série de Lena Situation sur YouTube Elle est Ouais. trop bien. qui parle de pourquoi série. sa marque de fringues, etc., a été un échec. Mhm. Alors quand tu regardes, tu comprends tout à fait pourquoi, effectivement. Mais ça me fait penser exactement à ça. Mhm. C'est-à-dire que
on va prendre tous les atours, toutes les postures, on va essayer de ressembler à quelque chose qui tient debout, alors que derrière, ça tient avec des ficelles, des élastiques et des bouts de scotch. Il n'y a pas de professionnel dans l'affaire. Il y a beaucoup de bonne volonté. Et moi, il y a une expression qui m'a marqué dans son contenu. C'est quand elle dit on avait les lunettes de l'amour et quand on les a enlevées, on s'est rendu compte que en fait, la réalité marche pas comme ça. Alors, c'est sa façon à elle de dire en langage CE1, CE2 le mot lucidité. On embrasse quand même Léna, hein, qui est une créatrice que moi perso j'admire beaucoup. Ah puis là vraiment je le dis, sa dernière série, je la trouve géniale. Vrai, Enfin, en termes de DA, etc., elle est trop bien aussi. Ce que je trouve remarquable, c'est l'humilité qu'il faut pour aller parler d'un échec quand tu es une créatrice de ce niveau-là et française et de cette popularité-là. Ça, chapeau bas, rien à dire. Après, j'ai toujours eu un problème sur le niveau de vocabulaire à cet âge-là qui est proche de l'école maternelle. Ça me pose un souci. Mais bon, après, il en faut pour tous les goûts. Et t'es pas surpris que ce soit un échec? Bah, plus égale plus, hein. C'est marrant parce que je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. Il y a des trucs dans ce fake it till you make it que j'aime pas du tout, et en même temps quand tu lances un projet t'es un peu obligé de faire semblant que c'est déjà quelque chose de stable, quelque chose de déjà existant, qui roule. Mais si on décortique le truc, j'aime bien le côté auto-persuasion, c'est-à-dire que si toi-même tu n'es pas convaincu, tu ne peux emmener personne avec toi. Donc ça c'est bien d'un point de vue managérial. Mais si l'auto-persuasion, la conviction n'est pas contrebalancée par la lucidité, bah, t'es un fou dangereux, en fait. Quoi. En fait, c'est la différence entre qu'est-ce qu'est le projet réellement et comment tu le vends et comment tu l'habilles. Mais il faut pas oublier d'à quoi ressemble la réalité, quoi. Bah, ça me fait penser aux platistes. En fait, ce que j'aime bien dans le titre, ils sont vraiment persuadés, mais à un moment, il faut quand même que la lucidité les heurte un tout petit peu. D'ailleurs, il paraît qu'ils sont en deuil depuis le décès de Jane Birkin. Pour moi, il faut présupposer la grandeur vis-à-vis des autres, en fait. Pas forcément de toi personnellement. Faut pas que tu t'aveugles en te disant je suis déjà ça, mon projet est déjà ça, etc. Faut juste que tu le fasses croire aux autres. Faut que tu sois assez convaincant pour que les gens y croient et que ton projet marche réellement. Maintenant, il faut garder une lucidité personnelle sur ce que ton projet est véritablement derrière cette image-là. Force de persuasion et data. Ouais. Voilà. Si t'arrives à bien équilibrer les deux, et d'ailleurs, dans la série de Léna, là, elle le dit à sa façon, mais elle en parle un peu. C'est-à-dire que elle, on sent qu'elle a beaucoup d'entrain, qu'elle est très positive par nature. Enfin, c'est ce que je ressens quand je regarde le contenu. Mais c'était pas contrebalancé par des vrais professionnels de la logistique, du retail, etc., etc. Et ça, c'est ce qui a pêché, quoi. La première chose que je me suis dit en regardant ce contenu, c'est que, on l'a dit plein de fois dans ce podcast, tes proches sont pas toujours un atout. Ah ben surtout pas, non. Et tu vois que ses proches sont hyper enjoués de tout. Dès qu'il y a un truc qui est fait, que ce soit une fringue, le lieu dans lequel elle les vend, etc., ils sont toujours hyper enjoués. Et je pense que ça t'empêche de voir la réalité, en fait. Ben pour le dire clairement, j'ai l'impression que il y a pas d'agent. La relation qu'ont les créateurs, par exemple, avec Influx, quand ils sont super enjoués, ils font un truc de fou et tout. À la fin, ils ont presque peur d'en parler à leur agent, parce que ils se disent putain, s'il y en a bien un qui va me défoncer la gueule jusqu'au bout pour que je perfectionne le truc, c'est mon agent. Et là, je me suis dit, il y a personne qui lui souffle à l'oreille en disant là, c'est vraiment une idée de merde. C'est ça qui, en fait, il y a pas de frein, quoi. Si tu peux pas contrebalancer toi-même, il faut que t'engages quelqu'un pour le faire à ta place. Ouais. Mais ça aussi, ça demande de la lucidité. Ouais. C'est-à-dire que je comprends que par le passé, et parce que ce marché a été beaucoup drivé par des gens qui étaient quand même grosso modo malhonnêtes. Ouais, des merdes, que vous avez vécu vous-même. Ah ouais, moi je te le dis. Vous avez été représenté par des gens de pas grosses très honnêtes. merdes. Je comprends qu'il y ait ce besoin d'indépendance et cette espèce de réflexe de survie qui est de se dire ah, je préfère être seul que mal accompagné, machin, etc. Donc il y a quand même une autocritique à faire vis-à-vis de ce milieu. Mais la réalité, c'est que ce milieu se professionnalise, il a tendance à de plus en plus ressembler au milieu ou de la musique ou du cinéma, etc. Et le vrai job d'un agent, c'est de contrebalancer des fois ton excès d'enthousiasme ou ton excès de pessimisme et de jouer ce rôle de
partenaire qui va t'amener cette lucidité. Que toi, tu sois enjoué par tes projets, par ce que tu as envie de faire, etc. C'est très bien, mais c'est quand tu arrives à bien allier les deux que ça se passe mieux. Troisième point, simplifier au quotidien. Un moyen super efficace de vous rendre la vie 10 fois plus difficile consiste à ajouter des couches inutiles de complexité. Accumuler de la merde est la règle par défaut pour la plupart des gens. Coupez, coupez et coupez encore. Appliquez cette réflexion à tous les aspects de votre vie. Maintenant, vous êtes dans une course facile avec des gens portant tout leur bagage. Ça prend du temps, mais par contre, c'est magique. Bah, c'est les mecs qui veulent shipper leur produit quand il est parfait. Ouais. À un moment, c'est ce que disait, je crois, de mémoire, faudrait vérifier, Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, qui disait si tu shippes ton produit, que t'as que des félicitations et il est nickel, c'est que tu l'as shippé trop tard. Ouais. Il vaut mieux que tu shippes ton produit et qu'il y ait des critiques. Et voilà. Et d'ailleurs, prenons un exemple récent, prenons Threads. Le Twitter d'Insta. Voilà, la plateforme conversationnelle d'Instagram. Il est grandement imparfait. Ouais. Il n'y a pas de... Tu vois, le feed, il y a pas de feed chronologique. Il est calé sur l'algo d'Insta en fonction des gens que tu suis. Tu peux pas te mettre en posture chronologique. Il n'y a pas de hashtag ou de système de regroupement de conversation. Le search n'est pas très bon, etc., etc. Sauf que c'est le service avec l'acquisition utilisateur la plus élevée depuis toujours. Ouais. 100 millions en un mois, c'est ça? En une semaine, non? En une semaine, je crois que c'est ça. Incroyable. Sans l'Europe, puisqu'évidemment l'Europe et son amour de la régulation a dit non, voilà. La quatrième. Il faut signer des papiers d'abord. La RGPD. Voilà. La quatrième va te plaire, Manuel. Donner la priorité aux conversations inconfortables. La plupart des gens restent coincés en évitant de dire ce qui doit être dit. Si vous voulez obtenir un avantage injuste, vous devez être prêt à dire des choses gênantes. La réalité récompense les communicateurs courageux. Oh bah, je suis d'accord. Le problème, c'est quand il y en a un peu trop. Faut doser après. Ça, c'était mon problème. Bah, je pense que c'est la première marque de respect quand quelqu'un vient te voir pour discuter avec toi, de lui dire ce que tu trouves en toute honnêteté bien et ce que tu trouves moins bien. Après, il en fait ce qu'il veut, mais dire des choses désagréables ne m'a jamais dérangé. Mais les gens le prennent... C'est peut-être un problème d'ailleurs. Bah, les gens le prennent rarement comme une forme de respect, en fait. Pour eux, c'est une agression, souvent. Bah, vous m'avez vu faire, en fait, quoi. Et, ouais. Oh, pas que voir. Hein. Comment ça? Bon, on a subi aussi. Hein. En fait, je pense aussi que ça demande de comprendre la personnalité de la personne que t'as en face. Moi, je sais que quand tu vas me dire un truc désagréable, ça remet pas en question ni notre relation, ni la personne que je suis. C'est pas une critique sur ma personne. Non. C'est une critique sur cet aspect très précis. Et je sais que derrière, si on s'engueule, bah, on peut avoir une conversation tout à fait naturelle sur un autre sujet. Ah bah oui. Parce que ça s'arrêtait à ce sujet-là. Et je pense que la plupart des gens remettent en question tout leur être d'un coup. Ils sont obligés de se défendre parce que ils veulent pas avoir laissé une mauvaise image. Oui, mais parce qu'il faut leur expliquer dès le début. Mais enfin, tu vas pas l'expliquer tous les jours non plus. Qu'à un moment, tu parles du travail des gens. Tu parles pas de qui ils sont. Tu parles de ce qu'ils font. Et ça n'a rien à voir. Donc, à un moment, on peut avoir un débat, même un débat enflammé sur des détails. Je pense qu'il y a des gens qui aimeraient entendre nos conversations. Ou avec Léo, on peut se prendre la tête sur un mot. C'est très important. Dans un script, en fait. C'est le moment où je quitte la pièce. Mais ça n'a aucun rapport avec. Enfin, tu vois, c'est sur ce truc-là, en fait. Ça n'a aucun rapport avec qui tu es. Ou qui on est séparément et l'un pour l'autre, tu vois, ça n'a aucun rapport. La plupart des gens, je pense, sont incapables de recevoir ça, mais en même temps c'est peut-être une bonne manière de faire le tri quand tu gères un business. Ah ben c'est pour ça que je n'adapte pas ce système, cette interface utilisateur avec le reste du monde. Je garde cette interface utilisateur qui est très brutale. Ouais. Enfin, elle est pas brutale, elle est brute plus que brutale. Et les gens qui disent ah mais non mais il faut mettre des formes etc. Pas le temps. Allez écoutez le podcast Les Patrons tous des cons qui parlent de ça. C'est vrai. On a eu des retours d'ailleurs sur Twitter notamment, j'ai vu. Ouais. Ça leur a fait poser beaucoup de questions, ouais. À la fois d'un point de vue en tant qu'employé, à la fois en tant que patron. C'était super intéressant. Mais parce que c'est toujours la même chose, tu vois une nouvelle perspective. En général, les gens
que tu entends le plus, bah, c'est ceux qui se plaignent le plus. Donc si les patrons sont pas très entendus dans le domaine public, bah, c'est soit parce qu'ils ont pas le temps, soit parce qu'ils savent qu'ils seront mal reçus. Donc effectivement, je pense qu'avoir une nouvelle perspective, ça peut être rafraîchissant. 5e point, Allez. Ouais. soyez agressivement contre-culturels. Ceux qui ont une quelconque intimité avec la science du succès savent que les gens qui laissent un héritage important ne suivent jamais la foule. Soyez proactifs en demandant ce que la majorité suggère comme étant le meilleur et faites précisément le contraire. Mais pas gratuitement. Non. Parce que j'ai vu plein de gens aller à contresens de la majorité juste pour essayer de se distinguer, mais ça ne faisait aucun sens. Après, t'as toutes les chances de te planter en faisant ça. Hein. Si personne l'a fait, il y a peut-être une raison. Souvent, tu es en train d'adresser la même problématique, le même marché, le même objectif, c'est juste que tu ne le fais pas de la même façon. Alors, pour prendre un exemple que tout le monde connaît et qui t'est cher, on va parler de Apple. À un moment, tout le monde est en train de courir derrière le self-computing, l'ordinateur individuel, et Apple va le faire différemment de ce qui existe sur le marché. Ouais. IBM dit, c'est plutôt, ils sont en train de targeter les entreprises. Bill Gates, fait du Bill Gates et vole un morceau de DOS, etc., etc. Enfin, bon, voilà, c'est un contrebandier. Et Steve va faire les choses différemment. Mais ils vont tous au même endroit. C'est juste le chemin. Quand tu poursuis le même objectif, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que je suis au même endroit que les autres. Il y a un marché. Moi, j'adore les mecs qui viennent te pitcher pour lever des fonds et qui te disent « Ah, on est les seuls à faire ça. » Ouais. Ça me rassure pas trop, comme l'âne. Je pensais pas que tu l'aurais. Et en fait, non, je suis plutôt rassuré par le fait qu'il y a un marché et qu'il y ait d'autres acteurs. Après que tu le fasses différemment et que tu aies tes USP, tes Unique Selling Points, et que tu te distingues du reste de la catégorie, ça m'intéresse. 6e point. 6e point, choisissez des problèmes plus importants. Vous n'avez pas moins de problèmes lorsque vous montez dans la hiérarchie. Ils deviennent juste apparemment plus gros. Quoi que vous décidiez de faire de votre vie, vous serez confronté à des défis. La taille d'un problème reflète la taille du jeu auquel vous jouez. Les plus grands savent que de toute façon, les problèmes ne sont que dans l'esprit et ils sont donc d'accord pour faire les choses en grand. Je suis tellement d'accord. Mais c'est un truc, je trouve... là, on est en plein été, on va peut-être revoir des gens de notre famille, de l'entourage et tout ça. C'est le truc à chaque fois qui revient dans la discussion, c'est... mais je sais pas comment tu fais pour gérer ça, ou tu sais, t'as l'impression que c'est une taille énorme pour d'autres, tout comme on a tous des problèmes à notre échelle qui en seraient pas pour d'autres aussi, mais le fait de voir ça comme un problème, c'est un problème en fait. Quand t'appelles quelque chose problème, c'est ça le problème. C'est pas après le fait que tu surmontes des trucs, c'est ce qui fait que tu t'émancipes, t'apprends, tu te plantes, tu réapprends, puis mais j'arrive pas à voir ce truc. Tu peux même avoir une déformation, par exemple manuelle. J'ai l'impression que quand t'as un gros problème, tu kiffes un peu. Ouais, mais très très gros, parce qu'à l'inverse, très gros. Les petits cailloux dans la chaussure, Manuel va parfois rester bloqué 48 heures dessus. Ça l'emmerde, mais ça l'occupe à son âge. Mais c'est vrai que t'as des trucs très compliqués où Manuel peut te dire attends, t'inquiète, bon, on s'appelle plus pendant 48 heures, je gère. Ouais, et il te raccroche au nez, tu sais. J'ai l'impression qu'il kiffe. Incroyable. Attends, il y a vraiment une très grosse merde là qui vient d'arriver. Hop, il met ses lunettes de soleil. NCIS, on arrive. C'est un peu ça. Il y a un côté défi que j'aime bien. Un peu comme un Rubik's Cube, quoi. C'est galvanisant. Il y a un côté, est-ce que tu vas y arriver, quoi. Ouais. Ça, j'aime bien. Je dois bien confesser que j'aime bien ce côté, est-ce qu'on va arriver à résoudre le problème. Mais ça s'apprend. Au sens énigmatique du terme. Et j'aime bien ça. Ça s'apprend. Plus tu te confrontes à des problèmes importants, plus ils paraissent faciles. J'ai toujours aimé les maths, je suis désolé. Mais du coup, on fait que des problèmes en maths. C'est une succession de problèmes. Je pense que c'est le fait d'oser les vivre qui fait que t'apprends. Mais tu peux pas te dire demain matin, tiens, je vais apprendre à gérer. Non, il faut que tu dises, il faut que tu sois peut-être plus enclin à accepter des responsabilités ou des choses que tu ne sais pas de base gérer. Combien de fois ça m'est arrivé qu'on me demande quelque chose et que je dis oui, bien sûr, on l'a déjà fait pour certains clients, alors qu'en fait j'avais trop envie de le faire, mais le maîtriser à la perfection, pas du tout. Après, vu que t'as l'envie et que tu t'investis dans le sujet, à la fin ça rend quand même quelque chose, et puis t'as appris quelque chose au milieu, tu vois. Je pense que
Ouais, ça se vit. Et au bout C'est- d'un moment, professionnellement, quand tu te rends compte que t'as plus beaucoup de problèmes, est-ce que c'est le moment de t'en créer de nouveau, de monter dans la hiérarchie? Est-ce que c'est pas un signe de stagnation? Ben, oui, si, à un moment, si franchement t'es en situation de maîtrise et que tu n'es jamais challengé, c'est soit que tu es entouré de gens qui sont pas d'un niveau suffisant pour te challenger, soit tu es dans une catégorie qui commence à ressembler à du confort. Il est peut-être temps de changer de catégorie. Ou de remettre les compteurs à zéro, ou de repartir tout en bas, etc. Après, tu peux ne pas vouloir des problèmes partout. Oui, ça, bien sûr. Tu peux avoir, je donne un exemple d'une personne qui pourrait avoir un emploi stable, elle n'a pas forcément de problème dans son travail, mais elle va se créer des problèmes dans sa passion, dans des choses qu'elle veut entreprendre en dehors du taf. Et oui, tu peux pas gérer 10 milliards de problèmes. On me posait la question dans une vidéo FAQ là, que j'ai faite sur YouTube. Une personne m'a dit « Ah, j'ai un emploi, j'ai aussi une vie de couple à gérer. Comment en fait tu fais tout bien ?» Je lui dis bah, « Juste, c'est pas possible de tout faire à 100%. C'est à un moment, forcément, tu vas faire quelque chose au détriment de quelque chose d'autre. » Donc, Moi, je crois pas ça. Je pense Ah ouais juste que la règle, c'est de ne pas avoir des problèmes sur toutes Ouais. les zones de ta vie en même temps. c'est ce que je veux dire. Ok, t'as raison. Ouais, je comprends. Tu peux avoir des problèmes, et des putains de problèmes. Il faut juste pas en avoir partout en même temps. Ouais. Sinon, tu chies en spray. J'aime bien cette expression. Et bah là-dessus, 7e point, Oui. créer du mystère. Ah, ça c'est Léo. Ça c'est le point de Léo, ça. Ceux qui attirent de nombreux adeptes et ont un impact massif sur le monde sont rarement prévisibles. Ils intègrent l'art du mystère dans leur marque et leur personnalité publique. Ils ne donnent jamais tout et surprennent tout le monde à chaque tournant. Personne ne peut deviner ce qu'ils feront ensuite, ce qui est extrêmement séduisant. Moi, j'ai toujours vu le business comme de la drague. Enfin, pour moi, c'est la même chose. Donc, si t'arrives le premier jour que tu rencontres une personne que t'aimes bien et que tu lui dévoiles tout, Ah merde, parce que je l'ai vu draguer, on est dans la merde manuelle. Ouais, ça va. ouais, c'est compliqué, quoi. Tu vois, si au bout de 48 heures, la personne, elle connaît tous tes défauts, toutes tes qualités, qu'elle sait exactement tout ce que tu vas faire les 6 prochains mois, ça lui donne pas forcément envie de vite te revoir, quoi. Bah, le business et ton image, c'est pareil. C'est les mêmes qui te disent vous Moi, êtes pas prêt, quoi. Moi, je pense pas que le business soit de la drague, mais je pense que ce qui est gênant dans toute forme de relation, c'est le côté prévisible. Bah ouais. Ça, c'est ennuyeux. Parce qu'effectivement, il y a plus de piment, il y a plus de surprise. Ah, je savais que t'allais dire ça. C'était prévisible. C'est la fin de notre relation manuelle. Et donc voilà. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est justement la capacité à se remettre en cause, à penser différemment, à avoir une réaction que certains n'attendraient pas, etc. Et ça, c'est intéressant. Ou résoudre un problème par un biais Inattendu. inattendu. Bonne soirée. Mon 8e point. Celui-là, on lui a réservé un épisode, je crois. Engagez-vous à devenir une élite dans une seule chose. Ah oui. Ça semble être une hérésie dans un monde aux options infinies, mais c'est la raison pour laquelle tant de gens sont médiocres dans ce qu'ils font. Ils font un peu de tout. Ils n'arrivent pas à se décider, s'ennuient trop vite, ne deviennent jamais bons dans une seule chose. Choisissez quelque chose et martelez-le avec la conduite déraisonnable, ça va te plaire Manuel, et obsessionnelle d'un babouin sous crack. Ah oui, Tu vois, ça c'était inattendu. ça j'aime bien. Voilà. Bon, ça on en a déjà parlé. Mais mais moi, je suis très à l'aise pour dire que je suis pas d'accord parce que c'est pas ce qui m'anime, par exemple. Mais moi, j'ai trouvé une façon d'essayer de l'expliquer aux gens. Parce qu'on me pose quand même souvent cette question. Et j'arrête de leur dire trouve en quoi t'es fort, etc. Ça marche pas. Parce qu'ils disent mais attends, mais comment on trouve ce en quoi on est plutôt bon, etc. Moi, je leur dis tu vas être médiocre. Tu vas être médiocre en tout. Choisis le truc dans lequel tu vas pas être médiocre. Ah ouais. C'est le raisonnement en creux. Et devient excellent là-dedans. Voilà. Et part du principe que de toute façon, tu vas être grosso modo mauvais à peu près en tout. Par contre, je peux pas être d'accord avec toi, Romain. Ah non, mais moi maintenant je l'ai accepté. C'est-à-dire que, je vous le dis honnêtement, il y a de ça 6 mois, j'aurais dit non, moi aussi je développe une compétence, je vais faire que ça, je vais le faire. Et non, Tu l'aurais dit comme ça d'ailleurs. ouais, je comme pense. ça, exactement. Ouais. Bien, un peu monégasque du coup, Bah, tout à ma très toi. façon. Mm. Et aujourd'hui, pas du tout. Je suis très très ok avec le fait de dire que j'aime toucher un peu aux investissements, j'aime Ah, un ok. peu toucher à YouTube, j'aime machin. Et d'ailleurs, on l'a défini avec Manuel, on a dit, bon, on est d'accord pour dire que je suis plus un mec qui entreprend et qui est un entremetteur, qui va se connecter à plusieurs personnes qui n'ont rien à faire de base ensemble, mais qui va peut-être créer des connexions, des synergies
sur des trucs inattendus parce que je sais que je suis trop hyperactif et trop intéressé par plein de sujets pour être excellent dans un seul sujet. Par contre, une compétence, oui, je l'ai choisie, c'est vrai, c'est l'interaction, l'animation en vidéo, faire parler des gens qui ne s'expriment pas d'habitude et rendre peut-être une communauté qui me suit curieuse, tu vois. Ça c'est un truc dans lequel j'approfondis vraiment et que je travaille. Maintenant, tous les jours, non, je suis incapable de faire la même chose tous les jours comme un babouin sous crack, ça c'est sûr. Moi, il y a un streamer pour lequel j'ai beaucoup de respect, c'est Dwagby. C'est un gars qui est un ancien joueur pro, qui est aussi streamer personnellement, mais il fait aussi beaucoup d'animations pour les autres. Donc sur le live de Kotaga et dans des événements sportifs, notamment le Grand Prix de Squeezie. Le GP. Le GP Ouais, Explorer. GP Explorer. Et en fait, c'est un mec qui se fait tout le temps tailler parce que c'est un peu l'animateur de service, quoi. C'est le mec qui vient, écrit dans un micro et il fait quasiment que ça. Et en fait, il a accepté simplement le fait que il serait plus vraiment un joueur pro, il serait pas forcément un très grand streamer que tout le monde aime. Par contre, il a dédié son travail au fait d'être le meilleur animateur de France. Ça demande beaucoup de talent de faire ça. Et c'est le cas, il est exceptionnel. Ah bah c'est À sûr. chaque fois que je le vois dans un événement, il est exceptionnel. Il a accepté ce pourquoi il était bon et il est devenu le meilleur dans sa catégorie. Faites ça. Mon grand-père, il me disait, il vaut mieux être bon à rien que mauvais à tout. C'est vrai. Ouais, il était drôle. Hein. 9e et dernier point, basez-vous sur ce qui fonctionne. Ça peut sembler évident, mais presque personne ne le fait. Soyez impitoyablement conscient des choses qui fonctionnent dans votre vie et trouvez un moyen de les optimiser. Si vos talents se révèlent lors d'interviews publiques et que vous êtes nul en écriture, faites plus d'interviews et posez votre stylo. Lorsque vous opérez selon le paradigme de tripler la mise sur ce qui fonctionne, ce qui m'anime et ce que je fais bien, vos prochaines étapes deviennent évidentes. C'est ainsi que l'on gagne. Je suis d'accord. Je trouve ça intéressant parce que je pense que la plupart des gens se diraient je suis déjà bon en interview, je suis très mauvais en écriture, donc je vais arrêter un peu les interviews parce que j'ai pas besoin de m'améliorer et je vais écrire un peu plus. Parce que on te demande d'être bon un peu partout. Ouais. Alors, et tu n'as pas encore accepté le processus de renonciation. Il faut accepter que tu vas être médiocre en tout, sauf en un truc, et il va falloir bien le penser pour être le meilleur là-dedans. Et en raisonnant comme ça, c'est plus facile. Tout devient plus simple au final. Exactement. Ils étaient cool ces points. Ouais, franchement, il y a quelques notions qu'on avait déjà traitées, donc j'ai hésité au début à en faire un sujet, mais je pense que c'est de vrais conseils de vie, et si vous les respectez, vous deviendrez un peu meilleur au moins. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Ouais, pas à tous. Non, pas à tous. Ça dépend Mais de- ceux qui écoutent le podcast, oui. J'ai vu quelques auditeurs, on leur souhaite pas du tout. Merci les gars. La bise. Bye bye.